Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les mystères de la cybersécurité. Salut à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant et parfois effrayant, les dessous psychologiques de l'ingénierie sociale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Dubois, notre experte en cybersécurité. Salut Léa. Salut Jérémy, ravi d'être là pour démystifier ce sujet crucial. Léa, quand on parle de cybersécurité, on pense souvent aux pare-feux, aux antivirus, aux codes complexes, mais l'ingénierie sociale, c'est un peu le talon d'Achille humain de tout ce système, n'est-ce pas? Exactement Jérémy, c'est même la porte d'entrée préférée de nombreux cybercriminels. Pourquoi? Parce que le maillon le plus faible, ce n'est pas toujours le code, mais souvent nous. L'ingénierie sociale, c'est l'art de la manipulation psychologique pour obtenir des informations confidentielles ou des actions sans la conscience de la victime. C'est-à-dire qu'ils jouent avec nos émotions? Précisément, ils exploitent des failles non pas dans les systèmes informatiques, mais dans notre comportement humain. La confiance, l'urgence, la peur, ce sont leurs armes favorites. La confiance, ça me semble évident. On est plus enclin à aider quelqu'un qu'on croit connaître ou qui semble légitime. Tout à fait. Imagine un email qui semble venir de votre banque, de votre patron ou même d'un ami. Si l'expéditeur est crédible, on a tendance à baisser notre garde. C'est un peu comme si un inconnu sonnait à votre porte en disant qu'il est votre nouveau voisin. On l'invite à entrer plus facilement s'il a l'air sympathique et qu'il donne des détails crédibles. Ah, l'urgence, ça, je connais. Le fameux « votre compte sera bloqué si vous n'agissez pas dans les 5 minutes ». Bingo! L'urgence crée un sentiment de panique, de stress, qui nous pousse à agir sans réfléchir. C'est une technique très efficace pour court-circuiter notre esprit critique. Plus on est pressé, moins on analyse. Et la peur, les menaces directes? La peur, c'est un levier puissant. Menaces de poursuites judiciaires, divulgation de photos personnelles, blocage d'accès à des services, ces tactiques visent à paralyser la victime par l'effroi, la poussant à obéir pour éviter le pire. C'est un peu l'ultimatum numérique. D'accord, on a compris les bases, mais quelles sont les méthodes concrètes qu'ils utilisent pour mettre en œuvre ces manipulations? On en distingue plusieurs, très courantes. Commençons par le prétexting, ça sonne un peu comme prétexte, non? C'est exactement ça. Le prétexting, c'est créer un scénario, un faux prétexte pour obtenir des informations. Un criminel pourrait se faire passer pour un technicien informatique qui a besoin de vos identifiants pour résoudre un problème urgent. Il a un script, il est préparé et il utilise la confiance en une figure d'autorité ou d'aide. Genre, il vous appelle, il a l'air super pro et il vous demande votre mot de passe pour vérifier votre connexion. Précisément, ou il prétend être de la banque, voulant confirmer une transaction suspecte et vous demande des informations personnelles. L'objectif est de vous faire croire qu'il y a une bonne raison de lui donner ce qu'il demande. Ah, l'urgence, ça, je connais. Le fameux « votre compte sera bloqué si vous n'agissez pas dans les 5 minutes ». Bingo! L'urgence crée un sentiment de panique, de stress, qui nous pousse à agir sans réfléchir. C'est une technique très efficace pour court-circuiter notre esprit critique. Plus on est pressé, moins on analyse. Et la peur, les menaces directes? La peur, c'est un levier puissant. Menaces de poursuites judiciaires, divulgation de photos personnelles, blocage d'accès à des services, ces tactiques visent à paralyser la victime par l'effroi, la poussant à obéir pour éviter le pire. C'est un peu l'ultimatum numérique. D'accord, on a compris les bases, mais quelles sont les méthodes concrètes qu'ils utilisent pour mettre en œuvre ces manipulations? On en distingue plusieurs, très courantes. Commençons par le prétexting, ça sonne un peu comme prétexte, non? C'est exactement ça. Le prétexting, c'est créer un scénario, un faux prétexte, pour obtenir des informations. Un criminel pourrait se faire passer pour un technicien informatique qui a besoin de vos identifiants pour résoudre un problème urgent. Il a un script, il est préparé et il utilise la confiance en une figure d'autorité ou d'aide. Genre, il vous appelle, il a l'air super pro et il vous demande votre mot de passe pour vérifier votre connexion. Précisément, ou il prétend être de la banque, voulant confirmer une transaction suspecte et vous demande des informations personnelles. L'objectif est de vous faire croire qu'il y a une bonne raison de lui donner ce qu'il demande. Ah, l'appât, ça me fait penser à l'appât, comme un poisson, on mord à l'hameçon. Très bonne analogie. Le baiting, c'est laisser un appât alléchant pour inciter la victime à faire une action. Ça peut être une clé USB infectée trouvée dans un parking avec une étiquette « Salaire 2024 » ou un email promettant des réductions incroyables sur un produit très demandé. La curiosité ou la convoitise fait le reste. Oh, une clé USB sur le parking, quelle aubaine! Vite, je la branche pour voir ce qu'il y a dessus. Mauvaise idée donc.
très mauvaise idée. La curiosité est un puissant moteur et les cybercriminels le savent parfaitement. Une fois branchée, la clé peut installer un logiciel malveillant. Même chose pour le logiciel gratuit qui s'avère être un cheval de Troie. Ensuite, on a le quid pro quo. Ça, c'est du latin, non? Donnant-donnant. Oui, c'est ça. C'est offrir un service ou un cadeau en échange d'informations ou d'une action. Par exemple, un faux support technique qui propose de résoudre un problème inexistant sur votre ordinateur en échange de l'accès à votre machine ou de l'installation d'un logiciel. Ou un sondage en ligne promettant une carte cadeau en échange de vos données personnelles. Donc, je vous aide, mais vous me donnez ça en retour. Exactement. Le service rendu ou promis masque l'intention malveillante de collecter vos données. C'est une transaction qui semble juste, mais qui est totalement déséquilibrée en faveur de l'attaquant. Et enfin, l'impersonation, qui semble assez clair, se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est la quintessence de la manipulation. Se faire passer pour un PDG, un collègue, un fournisseur, un agent du fisc, avec un faux numéro de téléphone, une fausse adresse email qui ressemble à la vraie à une lettre près. L'objectif est d'obtenir des virements frauduleux, des identifiants ou des données sensibles en abusant de l'autorité ou de la familiarité. Ça, c'est super dangereux parce que ça peut passer inaperçu un long moment, les fameuses fraudes au président. Absolument. L'impersonnation est d'autant plus efficace qu'elle est ciblée. Ils peuvent faire des recherches profondes sur leurs victimes pour rendre l'usurpation d'identité encore plus crédible. Après avoir entendu tout ça, on se sent un peu vulnérable. Comment on fait pour ne pas tomber dans ces pièges? Quels sont les réflexes à adopter, Léa? C'est une excellente question, Jérémy. Le premier réflexe, c'est la vérification systématique des demandes inattendues. C'est-à-dire? Si vous recevez un appel, un email ou un message suspect, ne paniquez pas. Si quelqu'un prétend être de votre banque, de l'administration ou de n'importe quelle institution, ne cliquez sur aucun lien et ne rappelez pas le numéro indiqué. Allez sur le site officiel de l'organisme et utilisez le numéro de contact public. N'importe quelle demande de données personnelles, surtout des mots de passe, par email ou téléphone, doit déclencher une alerte rouge. Donc, ne jamais faire confiance aveuglement, même si ça a l'air très officiel. Exactement. Deuxième point crucial, cultiver un réflexe pause et réflexion. Le fameux pause and ponder. Précisément. Avant de cliquer, de répondre ou de télécharger quoi que ce soit, prenez une seconde. Est-ce que cette demande est logique? Pourquoi est-ce urgent? Est-ce que je m'attendais à cet email? Un email ou un message qui tente de vous faire peur ou de vous mettre la pression est presque toujours une tentative d'ingénierie sociale. Et si j'ai un doute, j'en parle à quelqu'un? Absolument. Parlez-en à un collègue, un ami ou une personne de confiance. Deux paires de yeux valent mieux qu'une. Ne vous précipitez jamais sous la pression. Et le troisième conseil, ça doit être de protéger nos informations personnelles, non? Oui, c'est fondamental. Protégez vos informations personnelles. Soyez très attentifs à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Moins les cybercriminels ont d'informations sur vous, moins ils peuvent créer des scénarios crédibles pour vous manipuler. Ne publiez pas votre date de naissance complète, votre adresse ou des détails trop précis sur votre emploi ou vos habitudes. C'est vrai qu'on a tendance à trop en dire parfois, sans y penser aux conséquences. C'est une mine d'or pour les attaquants. Moins ils ont d'informations pour établir un prétexte crédible, plus ils auront de mal à vous cibler. Et bien sûr, utilisez des mots de passe robustes et l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible. Ça ajoute une couche de sécurité même si vos identifiants sont compromis. Un immense merci Léa pour toutes ces explications claires et ces conseils précieux. On en reçoit non seulement plus informés, mais surtout mieux armés face à ces menaces invisibles. Avec plaisir, Jérémy. La sensibilisation, c'est la première ligne de défense. Voilà, c'est tout pour cet épisode de la Minute Cyber. Retenez bien, au-delà du clic, c'est souvent notre psychologie qui est ciblée. Restez vigilants, prenez le temps de vérifier et protégez vos informations. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage cyber. D'ici là, protégez-vous bien. Ciao!